Bonjour Hervé. Vous m'entendez là? Mots. Ouais. Voilà, deux petits mots de présentation et puis je vous passe la parole ensuite. Donc, vous êtes ingénieur de formation, comme beaucoup d'entre nous ici, diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Et avant de présider Valobat, vous avez dirigé pendant 16 ans des filiales du groupe Saint-Gobain, comme Isover, Placoplâtre, et vous avez présidé pendant 6 ans l'Association française des industries de produits de construction, qu'on connaît sous le cycle AIMCC. Parlons de Valobat, et fort de l'engagement de ses 48 associés, Valobat a pour ambition de devenir l'éco-organisme multimatériaux pour la gestion de l'intégralité des déchets du bâtiment, tout en proposant une approche différenciée, spécifique pour chacune des filières produits. L'objectif est de servir de transition, la transition écologique en améliorant l'empreinte environnementale de la construction. Eh bien, on a hâte de vous entendre. Je vous passe la parole. Bon, merci beaucoup. Après une introduction comme ça, j'ai un peu la pression, mais ça va s'arranger. Deux petits mots en introduction. D'abord, merci à l'intervenant précédent, c'était passionnant et j'aime beaucoup entendre parler de circularité. Je vais vous parler de circularité aussi, mais de matériaux qui sont un peu plus proches de nous et un peu plus simples que de l'uranium, puisqu'on va parler de circularité de béton, de bois, de fenêtres, etc., dans les bâtiments. Et deuxième petit point avant de commencer, si ce que je dis n'est pas tout à fait clair, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vous avez parmi vous une personne qui connaît le sujet bien mieux que moi, qui s'appelle Maïté Ketterer, qui est tout au fond. Et donc, vous pourrez l'interroger largement. Voilà, Maïté ne me remercie pas. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, Maïté est à l'origine du projet que je porte aujourd'hui. Voilà. Alors, Valobat est un éco-organisme. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un éco-organisme qui a 2 ans d'existence. C'est une organisation privée, une entreprise, une SAS, à but non lucratif, et dont la raison d'être est de développer l'économie circulaire dans le bâtiment. Voilà. Et ceci dans le cadre d'une nouvelle donne réglementaire qui va, à partir du 1er mai, en fait, à partir de la fin du mois, changer assez diamétralement, assez fortement, je pense, le mode de fonctionnement de la construction en France, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, je vois qu'on est reparti sur Orano, c'est les joies de la circularité sur la présentation, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, peut-être un petit détour par le contexte réglementaire. En fait, qu'est-ce qui préside à l'existence d'entreprises comme Valobat, d'éco-organismes dans le bâtiment? C'est la mise en œuvre dans le bâtiment d'un dispositif réglementaire européen qui s'appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Alors, la REP, c'est tout simplement le principe du pollueur-payeur. C'est vous mettez sur le marché un produit, on vous rend responsable, l'État vous rend responsable opérationnellement et financièrement de la gestion de sa fin de vie, c'est-à-dire que vous êtes responsable d'organiser la collecte, le tri de la fin de vie des produits et leur traitement et si possible leur recyclage ou leur réutilisation. On va revenir là-dessus. Le moyen qu'un metteur sur le marché a pour faire ça, et c'est le moyen qu'il emploie le plus souvent, c'est d'adhérer ou d'ailleurs parfois de co-créer un éco-organisme qui va prendre cette responsabilité à sa charge pour lui, parce qu'on voit bien que pour une entreprise individuelle, prendre en charge seule la responsabilité élargie du producteur, c'est en général juste pas possible. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis en œuvre ce dispositif de la responsabilité élargie des producteurs pour la filière du bâtiment? Alors, j'ai mis quelques mots-clés sur ce slide, qui sont des mots un peu magiques. Il y a le recyclage et le réemploi. Alors, le réemploi, c'est quoi? C'est en fin de vie, vous avez un produit ici du bâtiment que vous réutilisez, que vous réemployez tel quel. Vous démontez une vasque, vous démontez un robinet, vous démontez un élément de charpente et ils vont redevenir une vasque, un robinet, un élément de charpente
voire ils peuvent devenir autre chose éventuellement, mais ils ne passent pas par le statut de déchet. Voilà. Le recyclage, c'est ce dont parlait monsieur pour ce qui concerne l'uranium tout à l'heure, c'est on le broie, on le transforme pour qu'il devienne une matière première pour refabriquer un matériau dans le bâtiment. Et donc, l'objectif de la REP, c'est développer les performances. Je vais vous montrer tout à l'heure les performances actuelles des différents matériaux dans le bâtiment. Et donc, c'est d'accélérer le recyclage, le réemploi. Et pour ce faire, la première chose à faire dans le bâtiment, en fait, c'est d'accroître la collecte et la collecte triée. Parce qu'en fait, pour être capable de réemployer, c'est évident, mais aussi pour recycler, la première chose, c'est d'avoir une collecte qui soit de bonne qualité et, si possible, ce qu'on appelle le tri à la source. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont coutumiers d'aller se promener sur des déchetteries municipales, peut-être sur des déchetteries professionnelles, peut-être un peu moins souvent, ou de voir comment sont traitées des bennes de gestion de déchets sur des chantiers du bâtiment. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, mais ceux à qui ça dit quelque chose, probablement en m'écoutant, se disent « Ah ben le tri à la source, il y a un peu de travail pour arriver à le développer. » Vous avez raison. Donc, l'objectif de cette REP, et un de nos objectifs principaux, ça va être de mettre en place un mode de fonctionnement qui va permettre d'accélérer ce traitement à la source qui est compliqué pour plein de raisons. Un artisan, il a plein de choses à penser que de trier ses déchets, etc., etc. Et alors, un des dispositifs qui est prévu par la loi pour permettre d'augmenter ce tri à la source, c'est la gratuité, ou dit autrement la reprise sans frais. Et je ne vais pas rentrer dans les arguties juridiques de la différence entre une reprise sans frais et gratuite, mais sachez que ce n'est pas tout à fait la même chose. La gratuité, le principe que nous allons mettre en place progressivement sur le marché, nous, éco-organismes, c'est le suivant, c'est que vous déposez des matériaux sur un chantier de déconstruction, de construction, peu importe. Si vous les amenez sur un point d'apport volontaire, triés séparément selon un cahier des charges qui en permet le recyclage par la suite, on va vous les reprendre gratuitement. Voilà. Ce qui est une différence assez fondamentale par rapport à la pratique aujourd'hui. Si vous êtes particulier et que vous allez dans votre déchetterie municipale, on vous reprend vos déchets gratuitement. Si vous êtes un professionnel et que vous avez donc des volumes un peu significatifs, là, ce n'est pas gratuit aujourd'hui et ça dépend du coût de traitement des déchets. Ce que nous allons apporter, c'est cette gratuité. Alors, ça ne va pas être tout de suite le cas, ça va être progressif, etc. Mais c'est ça le principe. Et donc, l'objectif, ce qu'on espère, c'est que ça va inciter assez puissamment les acteurs à trier convenablement à la source. Ça va nous permettre de tracer, c'est le mot traçabilité que vous voyez là, et c'est une des problématiques qu'on a sur le bâtiment aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vais vous montrer des chiffres de tonnage de matériaux, etc. Mais en réalité, on est dans un grand brouillard aujourd'hui, on ne sait pas trop quels sont les tonnages par matériaux, et nous avons l'ambition, et d'ailleurs l'obligation réglementaire, de mettre en place une traçabilité précise, flux par flux, pour permettre de gérer ces filières. Voilà, et in fine, il y a le mot valeur aussi sur le dispositif, sur le slide que vous avez sous les yeux. La valeur à la fin, c'est d'ailleurs, nous sommes appelés Valobat, c'est parce que nous pensons que c'est un moyen de finalement transformer le déchet en matière première et donc de donner de la valeur, de redonner de la valeur aux bâtiments existants. Alors, si j'arrive à avancer, il faut que je trouve le bon angle, je pense. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, ça y est. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on en termes de volumétrie? Vous avez des chiffres à droite qui montrent la production estimée, entre guillemets, de tonnage de déchets pour l'ensemble du bâtiment et des travaux publics, du BTP. Donc, il est question d'environ 240 millions de tonnes de déchets produits par an en France, dont un peu plus de 45 millions de tonnes, hein, une estimation de l'ADEME à 46 millions de tonnes, qui sont à proprement parler du bâtiment. Donc, ce dont nous parlons là, cette filière REP, elle traite que de la partie bâtiment et pas de la partie travaux publics, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais ce n'est pas l'objet. Et ces 46 millions de tonnes, en gros, les 2/3, c'est ce qu'on appelle des déchets inertes, béton, gravat, tuiles, briques, etc. Et le reste, à peu près 15 millions de tonnes, des déchets dits non inertes, en général non dangereux, donc tout le reste. Et donc, cette nouvelle filière REP, elle traite de ces deux catégories, les matériaux inertes et les matériaux non inertes. Et Valobat est un éco-organisme qui a pour projet de traiter les deux catégories, et d'ailleurs le seul éco-organisme qui a pour projet et qui est agréé pour traiter les deux catégories de ces matériaux du bâtiment. Alors, vous avez aussi, pour ceux que ça intéresse,
la batterie de textes législatifs et réglementaires qui régissent cette nouvelle REP, et il y en a encore d'autres qui n'ont pas été cités. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez qu'on est sur quelque chose qui est extraordinairement réglementé. Quand on traite du déchet, on passe son temps à parler avec des juristes. C'est un grand bonheur, et j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Voilà. Alors, c'est nécessaire à la fois parce que le statut d'un matériau de déchet, etc., est quelque chose qu'on a nécessité de traiter de façon extrêmement précise pour en assurer l'utilisation par la suite. Alors, donc de quoi parle-t-on ? Là, on parle de tous les matériaux, tous les produits qui sont insérés durablement dans un bâtiment. Donc, vous avez une petite liste là, hein, depuis les matériaux du gros œuvre jusqu'aux aménagements extérieurs, et à peu près tous les matériaux que vous connaissez, matériaux et produits. Je ne commente pas ça. Dans le dispositif d'une responsabilité élargie du producteur, il faut trouver qui est le producteur. Et pour ceux qui connaissent un peu la filière du bâtiment, c'est une filière qui est très longue. Vous avez souvent plusieurs industriels à plusieurs stades de transformation des produits. Vous avez des distributeurs, vous avez des entreprises de pose. Donc, vous avez une filière qui est potentiellement très longue et la question se pose de savoir qui est celui qui est considéré comme le producteur et pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, c'est celui qui nous finance. En fait, c'est le producteur qui est réputé assumer cette responsabilité et donc qui va adhérer à un éco-organisme et qui va financer l'éco-organisme. Et donc, il faut le trouver. Et donc, c'est l'État qui détermine qui il est. Et schématiquement, pour le bâtiment, c'est relativement simple en théorie. En pratique, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour la plupart des matériaux dont on parle, le producteur du matériau. Donc, puisqu'on est chez Saint-Gobain, vous ne m'en voudrez pas de citer des marques de Saint-Gobain pour illustrer les choses. Donc, par exemple, lorsque Placoplâtre vend à ses distributeurs des plaques de plâtre qu'il a fabriquées en France, c'est lui qui va être réputé le metteur sur le marché. Et donc, à partir du 1er mai, ce qui va changer pour Placoplâtre, je vais y revenir, c'est qu'il va adhérer à un éco-organisme. Placoplâtre a fait le bon choix, il a adhéré à Valobat. Il va payer à Valobat une éco-contribution qui va permettre de gérer le traitement des déchets en fin de vie. Et d'ailleurs, il va, sur sa facture, comme c'est le cas aujourd'hui pour d'autres produits comme les matériaux électriques ou comme les meubles. Si vous regardez vos factures, vous avez déjà peut-être vu ça quand vous avez acheté un réfrigérateur ou un ordinateur ou un meuble. Vous avez vu une part éco-contribution que vous n'avez peut-être pas trouvée très grosse d'ailleurs, mais qui sert effectivement au traitement des déchets. Et bien, Placoplâtre va faire la même chose à partir du 1er mai sur sa facture. Quand il va vendre, puisqu'on est chez Saint-Gobain, on va dire à point P, sa plaque de plâtre, et ben, sur sa facture, il va faire figurer la part d'éco-contribution de manière à ce que tout ça soit transparent. Voilà. Alors, en général, c'est donc l'industriel. Il y a un certain nombre de cas pour lesquels ça va plutôt être le distributeur ou un autre acteur, parce que lorsque le produit n'a pas été fabriqué en France, mais lorsqu'il est fabriqué et vendu par une entreprise étrangère, c'est le premier importateur qui va assumer cette responsabilité. Donc, ça peut être dans la filière du bâtiment, de temps en temps, un distributeur. Les distributeurs importent assez massivement certains matériaux de l'étranger. On peut penser à du bois ou à des carrelages, par exemple, ou des ardoises. Et ça peut être également lorsqu'un distributeur met sur le marché un produit sur sa marque propre, et c'est le cas plutôt des grandes surfaces de bricolage, qui ont des marques propres assez fortes, et bien dans ce cas-là, c'est lui qui est réputé le metteur sur le marché, c'est lui qui adhère à l'éco-organisme, et c'est lui qui donc finance la REP directement. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route pour l'instant, ça va Ok, je continue. Voilà, alors là, je résumais un peu donc, ce que va changer ce nouveau dispositif. Donc, si vous êtes metteur sur le marché, pour un metteur sur le marché, ce que ça va changer, c'est donc l'adhésion à un éco-organisme, cette facturation possible pour le client, mais ça va permettre aussi, si vous êtes fabricant, du coup, de pouvoir accéder à plus de matières premières, puisque, en fait, tout ce dispositif va permettre de transformer des déchets en matières premières qui vont être réutilisées pour le process. Et on va y revenir tout à l'heure, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'industriels du bâtiment ont d'ores et déjà choisi de s'engager dans des éco-organismes de façon assez volontariste, parce qu'il y a un vrai changement dans les esprits, Dieu merci, qui s'est opéré ces dernières années, qui est que, moi je peux parler comme un ancien, après 20 ans dans le bâtiment, il y a une dizaine d'années, quand on parlait à un directeur d'usine qui fabriquait des matériaux dans le bâtiment de réutiliser du déchet comme matière première pour fabriquer ses produits, il vous expliquait qu'il avait quand même mieux à faire, que c'était cher, que c'était compliqué, que d'ailleurs techniquement, ce n'était pas possible. Voilà.
Ça fait maintenant 3-4 ans que quand on discute, et moi je discute avec des directions d'entreprises qui fabriquent des produits, des matériaux de construction du bâtiment, leur état d'esprit a radicalement changé, c'est-à-dire qu'ils se disent aujourd'hui, l'avenir, ça va être en grande partie du matériau issu de recyclage pour fabriquer mes produits. Je vais en avoir besoin pour des questions techniques et économiques. Et un de mes soucis, c'est de m'assurer à terme la disponibilité de cette matière première en qualité et en quantité au niveau de ce dont j'aurais besoin. Et donc, en fait, ils voient finalement ce sujet qui était plutôt un sujet potentiellement de nuisance pour leur dispositif industriel, ils le voient maintenant comme une opportunité, en fait. Voilà, mais une illustration parmi d'autres que, heureusement, les esprits sont en train d'évoluer sur le thème de la circularité. Alors, pour le distributeur a finalement les mêmes obligations qu'un fabricant, puisqu'il est parfois metteur sur le marché, il va adhérer, et puis pour certains produits, il va s'acquitter d'une éco-contribution. Il y a une particularité qui va toucher l'ensemble des distributeurs du bâtiment et sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est que avec cette responsabilité élargie du producteur, les distributeurs ont gagné, entre guillemets, le droit et l'obligation même de mettre en place une reprise dite 1 pour 0 sur tous les points de distribution de plus de 4000 m², 4000 m² de stockage et de surface chaude, entre guillemets. 4000 m², ce n'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que concrètement parlant, une grande majorité des points de distribution, que ce soit des distributeurs spécialistes, généralistes, que ce soit la distribution professionnelle ou la distribution grand public, va devoir mettre en place un dispositif de reprise pour les déchets du bâtiment sur leur site. Et donc, la reprise 1 pour 0, ça veut dire que demain, enfin plutôt après-demain, parce que ça va se faire progressivement, si vous avez des déchets et que vous les avez triés convenablement, vous pourrez leur amener et vous serez en droit de les déposer dans les contenants qu'ils auront aménagés ou que nous aurons aménagés pour eux, que vous soyez acheteur par ailleurs ou pas. Voilà, c'est ça le 1 pour 0. Alors, il y a une petite nuance, c'est que si vous allez chez un distributeur spécialiste en couverture, par exemple, il ne sera pas tenu de reprendre des matériaux qui ne sont pas à son point de vente. Donc, on ne va pas lui demander de reprendre des matériels électriques ou des matériels de salle de bain. Voilà. Mais par contre, du coup, un distributeur généraliste, comme il y en a beaucoup dans le bâtiment, va mettre en place quelque chose qui va traiter l'ensemble des matériaux. Et puis, les entreprises de travaux qui sont plus en aval, donc que ce soit des grandes entreprises ou des artisans, elles vont être puissamment touchées par ce changement. D'une part, parce que dans un certain nombre de cas, elles vont être elles aussi metteurs sur le marché, parce qu'il y a des entreprises de travaux qui importent des produits pour leur chantier. Et donc, dans ce cas-là, elles sont metteurs sur le marché. Donc, elles vont adhérer, elles vont payer une éco-contribution comme les autres. Voilà. Et puis, aussi et surtout parce qu'elles vont être bénéficiaires du dispositif, puisque ce dispositif va leur permettre, pour autant qu'elles mettent en place une logique de tri convenable à la source, on va leur reprendre gratuitement leurs déchets. Donc, on va réduire leur facture de traitement de déchets sur leur chantier. Et puis, on va leur permettre finalement de s'engager dans ce dispositif d'économie circulaire qui est vertueux pour tout le monde. Voilà, alors, un petit point économique pour ceux qui aiment bien comprendre comment fonctionne l'économie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un éco-organisme, que Valobat était une société à but non lucratif. Donc, ça fonctionne comment? Une REP, finalement. Une REP, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des metteurs sur le marché qui sont plutôt en amont, qui, au moment où ils mettent sur le marché des produits ou des matériaux, s'acquittent d'une éco-contribution. Cette éco-contribution, elle sert à l'éco-organisme à, on va dire, 90%, c'est une moyenne des éco-organismes, c'est une moyenne des REP, etc., à traiter opérationnellement les déchets, c'est-à-dire à organiser la collecte, le tri, le recyclage des déchets ou leur réemploi, ce qui est encore mieux que le recyclage. Et puis après, les éco-organismes mettent en place également, ils ont d'ailleurs des obligations dans leur cahier des charges, nous avons des obligations dans notre cahier des charges, d'autres actions qui sont bénéfiques pour la filière, par exemple de recherche et développement. Il y a aujourd'hui des matériaux de construction du bâtiment pour lesquels il n'y a pas de solution d'exutoire satisfaisante. On va financer de la recherche et développement et de l'amorçage de solutions sur ces sujets-là, par exemple. De la communication, on parlait tout à l'heure du développement du tri à la source pour les entreprises sur les chantiers, il va falloir quand même un petit peu leur expliquer à quoi ça sert si on veut qu'ils le fassent. La gratuité ne suffira pas. Et donc, nous allons
employer une partie de nos éco-contributions à faire de la communication de terrain pour inciter au tri à la source, etc., etc. Mais voilà, globalement, vous avez ici la compréhension un peu de cette économie qui est que, encore une fois, c'est un jeu à somme nulle pour le bâtiment, c'est-à-dire qu'il y en a qui payent des éco-contributions en amont, mais en contrepartie, c'est des économies sur la gestion des déchets en aval. Il peut y avoir des gagnants et des perdants, jeu-là, c'est-à-dire qu'il y en a qui payent et il y en a qui économisent, mais c'est ça le jeu. Ce qui vient minorer cette question de gagnant et de perdant, c'est que comme le gagnant a la possibilité, le perdant, entre guillemets, si j'appelle perdant celui qui paye, le payeur, il a la possibilité de faire figurer sur sa facture et donc de transférer le surcoût à son client sans négociation. En fait, c'est un coût qui est assumé par l'ensemble de la filière. Donc voilà la logique, qui est une logique vertueuse et qui fait que cette logique des REP, avant d'arriver sur le bâtiment, elle a été développée sur plein d'autres familles de matériaux, depuis les éléments médicaux qui sont traités par Dasserie, donc ce qui sert à faire des piqûres, jusqu'à la filière REP la plus ancienne et la plus grosse, c'est la filière des emballages ménagers, qui date de 92. Et donc qui traite votre poubelle jaune à domicile. Voilà. Et à chaque fois qu'on a développé une filière REP, on s'est rendu compte que ce dispositif, qui est très compliqué, qui a plein d'inconvénients, il est extrêmement bénéfique et au bout de quelques années, il permet d'engager une démarche vertueuse qui accélère l'économie circulaire. Alors, un petit mot sur Valobat. Donc, Valobat est une initiative de... Alors, tout à l'heure, vous avez dit 48, merci. Pour vous dire la dynamique, maintenant, nous avons 50 actionnaires. En fait, une initiative de 50 acteurs du bâtiment. Alors, principalement des grands acteurs industriels, fabricants de produits et de matériaux de construction, un petit peu toutes les familles. Donc, les industriels, ils sont plutôt sur la gauche. Là, bon, je ne vous commente pas les marques. Il y en a quelques-unes de Saint-Gobain. Il y en a 3 de Saint-Gobain, mais je vous laisserai les trouver si vous êtes affûtés. Mais il y en a surtout beaucoup d'autres. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons la chance, c'était un de nos objectifs, d'avoir rassemblé autour de table des gens qui fabriquent de tout, en fait, de toute la palette des matériaux du bâtiment, pour avoir autour de la table des gens représentatifs de l'ensemble de ces produits. On a également une bonne dizaine de réseaux de distribution, c'est ce que vous voyez plutôt sur la droite, voilà, dont Saint-Gobain Distribution Bâtiment, puisqu'on est ici, mais également de ses concurrents, spécialistes ou généralistes. Et puis nous avons quelques fédérations, c'est plutôt sur le bas de votre graphique, qui, par exemple, le SNFA et l'UFME, c'est les fédérations qui représentent tout ce qui est menuiserie, aluminium et tout matériau. Ou l'UICB, LCB et la FNB, qui sont les fédérations qui représentent toute la filière du bois dans la construction. Voilà. Et en fait, pourquoi des fédérations ? Parce que ça permet là aussi d'avoir des interlocuteurs crédibles dans des filières où les acteurs sont très nombreux et assez diffus. C'est le cas du bois, c'est le cas de la menuiserie, et où c'était finalement plus manœuvrant et plus représentatif que la filière que d'avoir des actionnaires qui soient des grands acteurs individuels, je dirais. Voilà, donc Valobat, un éco-organisme porté par un actionnariat assez puissant, de gens qui, à l'initiative, je le dis encore, de Maïté Ketterer dans la salle, donc sans elle, rien n'aurait été possible, puisque c'est elle qui a... Voilà, merci. Non, mais c'est vrai, hein, on a le droit de le dire. Qui a piloté la réflexion pour Saint-Gobain, qui était à l'initiative du projet à l'origine, même si très rapidement, en fait, Saint-Gobain a lâché le projet et on a fait un projet collectif de la filière que vous avez là. Voilà. Donc, alors, je m'attarde un peu sur cet actionnariat pour vous montrer un peu à la fois la puissance et la complexité de ce dispositif de la REP. C'est-à-dire que pour un éco-organisme, il s'agit de réunir autour de la table les principaux acteurs qui vont être ceux qui vont financer et ensuite de les faire travailler pour se mettre d'accord sur ceux qu'ils vont financer. Et donc, vous voyez le travail que nous faisons depuis que nous avons créé la société depuis 2 ans, c'est que nous réunissons, par exemple, les fabricants de bois et nous réfléchissons avec les fabricants de bois sur le montant de l'éco-contribution qu'ils vont financer et sur la stratégie derrière de traitement et de recyclage du bois. Ça veut dire que c'est extrêmement vertueux parce que ça rend les acteurs proactifs.
Ça les rend réellement responsables de cette circularité. Mais ce n'est pas toujours facile parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent de rentrer dans cette logique. Je vais supporter un surcoût significatif et qui va être pour le bien de l'environnement, le bien de la planète, le bien de la collectivité. Bon, c'est le travail qu'on fait et on est très content de le faire. Voilà. C'est cette co-construction avec les metteurs sur le marché. Alors, on l'organise par secteur et on a créé en fait 9 secteurs au sein de Valobat, 9 secteurs qui sont plutôt par famille de produits un peu homogènes. Par exemple, vous voyez le bois, vous voyez le plâtre, vous voyez les inertes. On voit bien que c'est des familles de matériaux qui, en termes de type de recyclage, de type de valorisation, sont à peu près homogènes et donc ça a du sens de les réunir. Je vais passer là-dessus. Et peut-être pour vous dire, avant de passer aux questions, un petit mot à proprement parler sur le traitement des déchets. Alors là, vous avez quelques courbes et quelques chiffres que je vais vous laisser qui montrent un peu. Alors, ça a l'avantage de montrer un peu l'estimation aujourd'hui de l'état de l'art de la valorisation des déchets. Et du coup, des objectifs que nous avons, qui sont d'ailleurs inscrits en dur dans notre cahier des charges quand un éco-organisme se crée. Il demande un agrément de l'État. Nous avons obtenu un agrément de l'État, mais cet agrément, il est conditionné à l'atteinte d'objectifs, et notamment d'objectifs de valorisation, de recyclage. Et alors, vous voyez assez schématiquement que la situation de la filière du bâtiment en termes de recyclage aujourd'hui, si on regarde le verre à moitié plein, on estime qu'à peu près 70% en tonnage de la production de déchets annuels est valorisé ou recyclé. Bon, 70%, ce n'est pas si mal par rapport à beaucoup d'autres filières de matériaux. Si on regarde le verre à moitié vide et qu'on se rappelle que c'est 70% de 45 millions de tonnes, ça veut dire quand même qu'il y a 30% de 45 millions de tonnes qui part à l'enfouissement. Donc, ça fait quand même, il y a de quoi faire. Voilà. Ensuite, si on essaie de voir un peu la situation par famille de matériaux, les matériaux qui sont aujourd'hui les plus en avance sur le recyclage, c'est bien sûr le métal. Le métal, historiquement, ça fait des années qu'il fonctionne sur une boucle quasi fermée. Et on estime qu'il y a 95% des déchets métalliques dans le bâtiment qui sont effectivement recyclés. Ils le sont dans des conditions qui sont plus ou moins favorables d'un point de vue économique, mais toujours est-il que d'ailleurs, ils ont de la valeur et que du coup, nous, éco-organismes, on n'aura pas grand-chose à apporter. La filière existe déjà. Ensuite, vous avez 2 familles de matériaux très différentes, mais qui sont finalement à peu près au même point. Vous avez les matériaux inertes, avec notamment le béton, qui sont à un taux probablement de valorisation d'à peu près 80%, notamment parce qu'ils sont largement réemployés pour faire du soubassement routier. Voilà. Le vrai recyclage existe par concassage du béton et c'est probablement la moitié de cette valorisation. Et puis, vous avez le bois. Le bois, c'est la même chose. On estime qu'à peu près 80% des déchets de bois de la construction sont aujourd'hui valorisés. La moitié probablement en valorisation énergétique et la moitié en recyclage dans des produits de construction qui sont les panneaux de particules. Les panneaux de particules sont utilisés depuis… D'ailleurs, les panneaux de particules sont utilisés pas seulement pour la construction en dur, mais également pour l'ameublement, utilisent historiquement depuis des années des tonnages significatifs de bois issus de recyclage. Et d'ailleurs, si vous arrive de visiter une usine d'un fabricant de panneaux de construction, c'est fascinant. Sur la moitié de la surface et la moitié des usines, vous croyez chez Suez ou chez Veolia, en fait. C'est-à-dire que vous avez un parc de traitement de déchets et vous avez des installations de transformation de déchets. Tout leur amont est fait de ça. Et puis alors, voilà, une fois qu'on a parlé du métal, du béton et du bois, on a parlé de ceux qui sont plutôt en avance. Puis après, tous les autres, on est aujourd'hui à des pourcentages de valorisation et de recyclage qui sont très faibles, qui sont inférieurs à 20%. Alors, pour plein de raisons. Vous avez certaines matières, notamment des matières plastiques, pour lesquelles, entre nous, les exutoires n'existent pas vraiment aujourd'hui et sur lesquels il y a de la R&D. Et puis, vous avez des produits pour lesquels les exutoires existent. Les industriels savent reprendre de la matière première. C'est notamment le cas du plâtre. Mais où ce qui pêche aujourd'hui, c'est plutôt la collecte en amont. Et où donc, le sujet, c'est d'arriver à développer, encore une fois, une collecte à la source qui permette d'amener le matériau bien trié et donc utilisable aux recycleurs. Je n'ai pas parlé du verre.
ce qui chez Saint-Gobain est quasiment une erreur fatale. Mais le verre fait partie de ceux pour lesquels il y a un exutoire naturel. Vous savez que le verre est recyclable à l'infini. Mais paradoxalement, le verre du bâtiment aujourd'hui est quasiment pas recyclé, justement parce qu'en fait, il n'est pas collecté convenablement pour pouvoir être utilisé dans un float. Et donc, nous avons tout un sujet de traitement, du démantèlement des menuiseries de façon propre pour être capable d'isoler le verre du reste de la menuiserie de façon propre. Voilà. Pour vous situer un petit peu les challenges qui sont ceux de la filière et qui sont donc les nôtres. Donc voilà, d'où finalement ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous mettons en place un schéma opérationnel avec des points de reprise, des points d'apport volontaires, avec de la reprise sur les chantiers, et puis avec des partenaires aval pour massifier, traiter et retraiter les déchets derrière sur tout le territoire. Alors selon un schéma là, qui est un peu complexe, mais peut-être je ne vais pas vous le commenter trop en détail, juste vous dire que dans le bâtiment, en fait, les gros tonnages de déchets sont très différents de ceux que vous pouvez connaître habituellement, que vous voyez dans vos déchetteries municipales. En fait, entre 70 et 80% du tonnage de déchets ne passe pas par les réseaux des déchetteries municipales, mais passe par directement des chantiers vers des centres de regroupement opérés par des opérateurs de déchets, avec des énormes tonnages directs. Et donc, nous mettons en place une reprise de ces matériaux directement en fait, non pas sur le chantier directement, mais sur le centre de regroupement, avec des modes de contractualisation qui vont permettre d'inciter au tri à la source. Et puis, il y a des points d'apport dits volontaires, donc points d'apport volontaires qui existent aujourd'hui. Il s'agit des déchetteries municipales qui vont continuer à être actives sur le bâtiment, même si elles sont minoritaires en termes de tonnage, mais elles apportent un service public aux particuliers. Vous, quand vous faites des travaux chez vous de rénovation, ça vous permet d'amener vos déchets. Un artisan qui a des volumes modérés, c'est un point d'apport qui est utile. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de développer un réseau alternatif avec les distributeurs qui a vocation, à terme, non pas à se substituer, mais à venir complémenter ce réseau de proximité. Et juste pour visualiser un peu ce que ça peut vouloir dire chez je ne sais pas si... il y en a combien ici qui sont déjà allés rendre visite à un distributeur de matériaux en construction point P Tout le monde. Ah ben voilà, vous quasiment. Bon. Vous imaginez peut-être que mettre en place une simili-déchetterie sur ces magasins, ce n'est pas très intuitif et ce n'est pas très évident. Voilà. Et en fait, c'est ça que nous sommes. C'est ça qui est sur notre feuille de route aujourd'hui. C'est ça que nous sommes en train de faire avec nos partenaires distributeurs. Alors, selon la taille, selon la vocation des points de vente, c'est de mettre en place les bons contenants, les bonnes tailles de contenants, adaptés à la rotation qui va être suivant les matériaux, adaptés aux conditions locales de surface disponible, des flux, de sécurité, etc., pour faire en sorte qu'on puisse ajouter à l'activité actuelle des distributeurs, une activité qui est complètement nouvelle, qui est une activité qui traditionnellement est celle des gestionnaires de déchets, des déchetteries, et qui n'est pas du tout dans leur métier. Donc, on est en train de les former, on est en train de travailler avec eux sur les conditions matérielles. Je peux vous dire que ce n'est pas facile, et je peux vous dire que je suis admiratif devant le volontarisme en fait des distributeurs qui voient au travers de ça un nouveau service à apporter à leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que dorénavant, ça va devenir incontournable pour un distributeur d'être capable de proposer ce service de façon le plus efficace possible à ses clients. Voilà. Ah oui, un petit mot sur le réemploi. Alors oui, il y a deux petits dessins pour vous illustrer quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est que le réemploi dans le bâtiment, c'est quand même l'histoire du bâtiment. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, le premier réflexe de quelqu'un qui avait construit quelque chose, c'est d'aller chercher des matériaux sur des bâtiments existants. Et quand on avait à démolir un bâtiment, on lançait un appel d'offres et on payait pour aller pouvoir récupérer cette mine, entre guillemets, de matériaux sur le bâtiment. L'économie s'est inversée et ça fait, on va dire, 2-3 générations que, sous l'impulsion de plein de choses, et notamment de réglementation du bâtiment, finalement, ce qui est devenu le plus efficace, ce qui s'est imposé comme le mode de construction, c'est c'est une logique verticale et non pas circulaire, où c'est un industriel qui va fabriquer à partir de matières premières des produits, et il va les fabriquer dans des conditions de qualité et d'économie qui sont bien supérieures à ce qu'on serait capable de faire en termes de réemploi aujourd'hui.
La petite photo, elle est là pour vous montrer que si vous allez à Lille, la gare de Lille-Flandre, eh ben, à l'époque, à la moitié du 19e siècle, pour l'anecdote, mais je l'aime bien celle-là, en fait, elle a été, toute sa façade que vous voyez, en fait, c'est le résultat de la réutilisation de la façade de la gare du Nord qui était trop petite à l'époque. Et quand il s'agit de démolir la gare du Nord, il y a quelqu'un qui s'est dit bah, c'est quand même trop bête, on va peut-être le réutiliser quelque part. Ça a été réutilisé pour la gare de Lille et il a fallu néanmoins fabriquer une petite surélévation parce que quelques politiques locaux du Nord à l'époque ont trouvé quand même que ce n'était pas digne de Lille de récupérer juste la façade de Paris, qu'il allait falloir quand même faire quelque chose de mieux. Voilà. Bon. Et tout ça pour vous dire que le réemploi, aujourd'hui, on ne sait plus faire dans le bâtiment, en fait. Alors, il y a plein de gens qui y travaillent, il y a plein d'initiatives, mais c'est pelliculaire. On ne sait plus faire et que c'est un des gros enjeux qu'on a devant nous parce qu'il y a un potentiel de réemploi de produits qui sont utilisables énorme, pour autant qu'on fasse le travail avec le CSTB d'aménager les réglementations, pour autant qu'on fasse le travail avec les acteurs de terrain dont l'économie sociale et solidaire, etc., de mettre en place un réseau de reprise, pour autant qu'on fasse le travail avec les acteurs des chantiers de leur faciliter les choses. Et donc, on a tout un plan d'action là-dessus sur lequel on viendra. Et un de mes grands espoirs, c'est de pouvoir vous dire dans 10 ans que le réemploi, qui représente peut-être aujourd'hui 0,0 quelque chose de l'activité du bâtiment, représente plusieurs pourcents de l'activité du bâtiment. Voilà, et ben, je crois que je vais m'arrêter là.